Bonjour à tous. Hier, Philippe Panier de la Bréal nous donnait quelques chiffres sur le rôle de l'urbanisme vis-à-vis de la nature, en nous disant que 2 tiers des Bourguignons habitent en ville, et pire encore, 80%, je crois, des Français habitent en ville, enfin, zone urbaine. Donc la ville, enfin, le thème de ces journées, c'est la nature près de chez soi, c'est-à-dire que la ville est vraiment au cœur du sujet. Et une question qu'on peut se poser, c'est quid de la nature dans la ville? Alors, c'est une question bateau. Bon, la première réponse, c'est de dire la ville, c'est pas très favorable pour les espèces. Mais dès qu'on regarde un peu près, d'ailleurs, notamment les interventions précédentes montrent qu'en réalité, les zones urbaines, alors disons, Jean-François Noblet nous a montré que dans certains cas c'est une catastrophe, c'est vrai, mais à d'autres points de vue, et les interventions précédentes ont montré que pour certaines espèces au moins, ça peut être favorable. C'est vrai pour les plantes, c'est vrai pour les insectes, pour les animaux de manière générale. Donc finalement, le diagnostic est assez balancé, on peut dire, il y a du plus et du moins, comme beaucoup de choses dans la vie. Alors je pensais l'illustrer, mais en fait c'est presque plus nécessaire parce que ça l'a déjà été, mais enfin bon, je prendrais quand même une autre catégorie. Il s'agit d'une étude en cours actuellement sur des insectes, une catégorie d'insectes très très particulière, qui sont les insectes dont les larves font des mines dans les feuilles, donc les mineurs. Chose qui est relativement peu étudiée. Et un constat, alors c'est un truc qui est en cours, mais un constat dans un jardin pris presque au hasard, dans une cité moyenne d'une vingtaine de milliers d'habitants, qui s'appelle le Creusot, le diagnostic actuel indique qu'on trouve 86 espèces. C'est pas mal quand même, hein, d'insectes qui minent des feuilles, dont en particulier une proportion non négligeable de papillons, 37 papillons. Pas tant de jardin qui ont 37 papillons. Alors c'est pas des rhodopalocères, hein, c'est des papillons plus discrets, mais vus de près qui sont pour certains très jolis. Je pense, alors ce jardin fait en gros 1000 m², vous prenez au hasard, pas au hasard d'ailleurs, 1000 m² dans la nature, dans la vaste nature, sauf peut-être le bocage, mais qui n'est pas vraiment un milieu naturel. D'ailleurs, il n'y a pas de milieu naturel, enfin, un milieu forestier pour être à peu près naturel ou clairiéré, il est peu probable que vous trouviez près de 100 espèces d'insectes mineurs. Résultat de tout ça, une fois de plus, la ville peut être une catastrophe, hein, les zones urbaines, les grands bâtiments, etc., peuvent être catastrophiques, mais certains aménagements semi-urbains ou urbains peuvent être au contraire favorables. Donc il y a un nombre, il y a des types d'espèces. Alors, tout ceci pour dire, mais là on peut parler de lichen, est-ce qu'il n'y aurait pas une catégorie d'êtres vivants qui vraiment souffrirait totalement de la zone urbaine, des zones urbaines? Alors, dans ce parade à l'envers, on peut penser au lichen, puisque on sait depuis le début de la période industrielle, depuis un siècle et demi, que les lichens sont sensibles à la pollution atmosphérique, en particulier ce qu'on appelle la pollution acide, et depuis une trentaine d'années, il y a eu beaucoup d'efforts de la part des lichénologues dans ce domaine. Il y a des tas de cartographies, des corrélations, même si aujourd'hui on peut discuter de la validité de partie de ces corrélations parce que les choses sont un peu plus compliquées, il n'y a aucun doute que les lichens, je ne sais plus comment on disait, ça n'a pas de sens, je ne sais pas, un document sur les fourmis, on dit la fourmi ou les fourmis, bon, il y a tant qui sortent, bon, les lichens sont sensibles à la pollution, plus ou moins. Enfin, globalement, il y a cette idée que les lichens sont vraiment peut-être l'archétype d'un groupe vivant qui souffrirait de l'urbanisation, de l'artificialisation. Et bien, même dans ce cas, je vais vous montrer que c'est là encore, c'est pas si vrai que ça, il y a du plus et du moins. Alors, je rappelle brièvement ce que enfin, je ne vous rappelle pas, je ne vous fais pas l'insulte de vous rappeler ce que sont des lichens, parce que vous savez tout ce que c'est. Simplement une série de photos pour montrer que les substrats, les supports sont assez variés. Il y en a sur les arbres, sur les troncs, il y en a sur les pierres, calcaires, acides, granitiques, en plaine ou en montagne, c'est des cailloux de montagne. Il y en a même sur du fer. Là, c'est un fer à cheval qui est implanté dans un mur. Et on voit quelques petits lichens qui sont d'ailleurs des lichens saxicoles. Notez que c'est des lichens saxicoles, parce qu'on verra tout à l'heure ça. Ça, c'est en plein Beaune. Quelques jolies maisons dans Beaune, voilà une vieille grille métallique qui est peuplée de lichens. Si on regarde de près, ce sont des lichens corticoles, donc sur les écorces, tiens, tout à l'heure c'était bon. Je ferai une petite remarque
plus là-dessus tout à l'heure. Alors, deux mots quand même sur ce que sont les lichens. Bon, vous rappelez, vous savez aussi tous ce que sont les lichens. Moi, je vais quand même rappeler parce que ça justifie un peu l'argumentation qui vient après. Les lichens, c'est un peu comme les girolles, ou les cèpes. Ce sont des champignons qui ont contracté une alliance symbiotique avec des plantes chlorophylliennes. Alors, c'est pareil que les mycorhiziens, sauf que c'est un peu l'inverse physionomiquement. C'est-à-dire que chez les mycorhiziens, on voit pas de champignons, personne n'a jamais vu de girole. Enfin, on a tous vu des fruits de girole. Enfin, le champignon girole, on le voit guère. Par contre, le partenaire végétal est bien visible, ça va être un chêne, je ne sais quoi. Chez les lichens, c'est plutôt l'inverse. Le champignon, on le voit exceptionnellement. On voit tout le champignon, non seulement la fructification, mais le corps même du champignon, qui fait la substance essentielle du lichen. Par contre, le partenaire végétal, donc une algue de petite dimension, lui est caché. Donc on a la structure qui est représentée là. Et il y a un lien entre les deux partenaires, qui est un peu du même type que dans les mycorhizes. Bon, c'est peut-être un peu moins élaboré d'ailleurs, parce que le partenaire végétal est très simple. Mais il y a donc des ifs, on appelle des ostories, qui viennent épouser, au sens, ou embrasser plutôt, les algues pour établir un échange avec elles. Alors l'échange fonctionnellement, physiologiquement parlant, est assez similaire à celui des mycorhiziens, sauf que, bon alors pour l'algue, c'est un peu, enfin oui, pour le partenaire végétal, l'algue c'est un peu différent. Dans la mycorhize, le rôle du champignon, ça a été rappelé, je ne sais plus comment, enfin c'est bien connu, non, ça n'a peut-être pas été rappelé ici, enfin, peu importe, de toute façon c'est bien connu. Le champignon aide les racines à prélever les nutriments divers et variés, l'eau et les sels minéraux. Dans le cas du lichen, c'est un peu vrai aussi, mais surtout le champignon aide à protéger l'algue contre le dessèchement, contre les ultraviolets, etc. Bon, c'est un rôle de protection. Et à l'inverse, l'algue, comme tous les partenaires végétaux, sert à nourrir le champignon en pierre organique. En sorte que le lichen peut vivre quasiment d'amour et d'eau fraîche, en tout cas de l'atmosphère. C'est donc un mutualisme, comme tous les vrais mutualismes, qui est gagnant-gagnant, comme les mycorhiziens. Et quand il m'arrive de temps en temps d'expliquer à les enfants d'ailleurs, comment ça fonctionne, j'aime bien prendre la comparaison du système féodal avec le seigneur qui protège le cerf qui en échange pour le seigneur. Là, le seigneur, c'est le champignon qui protège l'algue, et voilà. Alors, le résultat de ce mutualisme gagnant-gagnant, c'est que les lichens sont capables, dans la nature, d'occuper, sinon toutes, beaucoup de niches écologiques, y compris des niches qui sont très exposées et sur lesquelles, à part les... Bon, faut toujours se méfier des termes excessifs, mais enfin, les champignons sont quand même en première ligne pour les colonisations, en particulier les rochers exposés au soleil. Il est difficile de voir dans la nature une surface rocheuse de roches mûres. Il y a pratiquement toujours soit des mousses, soit surtout des lichens. De sorte que j'aime bien dire que les lichens sont des conquérants de l'impossible pour faire un peu de marketing. Alors, encore une fois, le résultat de tout ça, c'est que les substrats colonisés sont très diversifiés, des pierres, du bois. Incidemment, on parlait d'hier, ce matin, Jean-François Noblet, c'est pareil pour les lichens. Les lichens ont une mauvaise réputation parce que, soi-disant, ils étouffent les arbres. Alors, c'est vrai qu'il y a une corrélation. C'est vrai qu'en effet, les lichens sont plus nombreux en général sur les arbres en train de mourir ou morts que sur les arbres bien vivants. Mais corrélation, il y a toujours explication. En réalité, c'est la mort de l'arbre qui favorise le lichen en donnant un peu plus d'éléments minéraux. Enfin, c'est pas simplement pour ça. Mais je ne crois pas qu'on ait jamais vu de mémoire d'arboriculteur des lichens faire mourir des arbres. Donc ils s'installent un peu partout, y compris sur de la ferraille. Là, on voit une vieille chaîne de marine qui est envahie de... Alors, juste un petit incident qui n'a rien avec le sujet. En fait, quand on regarde les lichens qui viennent sur le fer, il n'y en a pas vraiment de caractéristiques. Et ce qui détermine la composition floristique d'un morceau de fer rouillé, c'est essentiellement les conditions de colonisation. Le fer n'est pas très favorable à la colonisation. Et suivant que l'environnement est saxicole ou corticole, eh bien, les lichens qui viennent. Alors ça remet, c'est juste, je dis ça pour rappeler que on pense tous à juste raison que l'écologie, enfin, les conditions écologiques sont structurantes dans la composition floristique ou floristique. Il ne faut pas oublier que les phénomènes de colonisation peuvent moduler de manière parfois notable. Alors c'est évident dans la colonisation, pour en revenir à la ville, des terrains vagues. Faire de la phytosociologie sur des terrains vagues, on a des surprises. Les associations sont pulvérisées. Pourquoi? Parce que les terrains vagues n'ont pas de caractéristiques écologiques très marquées. Et c'est le premier colonisateur qui, en général, détermine
enfin, contribuer à déterminer la colonisation. Donc les lichens, ça peut aussi. Voilà, ça c'est juste une incidence, ça n'a pas de rapport direct avec le sujet. Bon, conquérant de l'impossible, oui, mais comme tous les cas, hein, même les plus costauds, même Achille avait son talon, les lichens ont aussi un talon d'Achille, qui est la sensibilité à la pollution. En fait, ce qui serait plus juste de dire, comme je commençais à dire tout à l'heure, ils sont surtout sensibles à l'artificialisation. C'est la pollution, c'est la perte de substrat, c'est le fait qu'il y ait physiquement des balayages dans les rues, les lichens peuvent difficilement s'installer. Donc c'est l'artificialisation générale qui est assez défavorable et en effet les lichens n'ont pas que des amis en ville. Bon, sur une route, c'est sûr, une zone de passage, évidemment, physiquement parlant, le passage est limite, parce que les lichens sont des concurrents impossibles, mais ils y vont lentement et ils commencent par être plus petits. Et quand ils sont petits, ils sont quand même fragiles. Donc tout ce qui est haute fréquentation est défavorable. La pollution, on a déjà dit, pollution acide en particulier. Ah, là il y a un petit problème. Ah non, c'est normal. Oui, juste pour dire que, rappelez, mais vous savez que donc, les lichénologues, les spécialistes ont établi, puisqu'il y a cette corrélation, même si elle est partielle, entre les taux de pollution et les espèces liquides, puisqu'il y a une variabilité dans la sensibilité. On dit que les lichens sont sensibles à la pollution, mais plus ou moins. Et donc on peut établir une échelle de correspondance entre le taux de pollution acide, par exemple, et les différentes espèces. Je passe rapidement. Et du coup, on fait des cartographies. On évoquait tout à l'heure les cartographies des transects entre ville et campagne. Ça s'est beaucoup fait dans les années 70-80 pour les lichens, à peu près partout en France, y compris alors chez nous en Bourgogne et en Saône-et-Loire. Oui, et le troisième ennemi, c'est Karcher. C'est-à-dire, en fait, toutes les précautions que, judicieusement ou pas, mais on peut le comprendre, chacun d'entre nous souhaite avoir son béton un peu propre. Et, par exemple, au Creusot, on a le sens aigu de la propreté de l'hygiène. On n'aime pas que sur le béton, il y ait toutes ces petites auréoles qui font pas beau. Sauf si on aime les lichens. Enfin, c'est rarement répandu. Alors, bon, il y a des espèces qui sont très sensibles, de toute façon, qu'on ne trouve que dans les campagnes. Là, j'ai mis une photographie qui est un peu notre mascotte. Quand je dis notre, je parle du groupe, je parle à la fois au nom de la Société d'histoire naturelle du Creusot, qui est indiqué sur et du GLIB, qui est le groupe des lichénologues de Bourgogne. On a quelques joyeux et joyeuses lichénologues, enfin intéressés par les lichens, qui regardent un peu. Et un des lichens les plus rares qui sont actuellement, qu'on trouve encore en Bourgogne, enfin qui sont en décroissance, c'est Prévia, c'est du groupe Cephaloides, qui est ici photographié. Exemplaire qu'on ne connaît maintenant plus qu'à l'état d'un seul tas, mais il y en a sûrement d'autres. Hein, donc on avait visité lors de nos sorties. Bon, mais il y a quand même des plus. Alors un des plus, c'est la fréquentation, une contribution des oiseaux. Bon, il y a des oiseaux partout dans la campagne, tout dans les villes, mais comme on a au Creusot comme ailleurs, par exemple, du Creusot, mais c'est vrai que d'autres villes ont tendance à nourrir des oiseaux, il y a quand même souvent une faune en termes d'abondance qui est significative dans les villes, et nos oiseaux stationnent, quand ils stationnent, ils se délestent éventuellement de leur déjection, qui, comme chacun sait, pour l'anneau est très riche en phosphore, et on sait aussi que les algues, des facteurs limitants pour les algues constituant des lichens, les algues ont, pour leur développement, souvent une limitation du niveau du phosphore. Donc ils peuvent vivre, les lichens peuvent vivre d'amour et d'eau fraîche, mais ils ont quand même aussi besoin un peu d'éléments minéraux, ils apprécient, enfin certains en tout cas, apprécient beaucoup le phosphore, et merci des oiseaux dans ce domaine. Si on résume tout ça brièvement, donc il y a des moins et des plus en ville, pour ce qui est des lichens, les moins, on a dit, pour sécheresse atmosphérique, même si certains lichens s'y adaptent, raréfaction des supports adéquats, parce qu'ils sont fréquemment balayés par le passage, etc. Le Karcher, c'est la même idée, les pollutions. Et puis, il y a quand même des plus. Et on peut décider qu'il y a plus de plus que de moins, c'est une question d'appréciation. Il y a les apports azotés. Dans la nature, il n'y a pas tant d'apports sur les substrats, sur les rochers ou sur les arbres, il n'y a pas forcément tellement d'apports. Dans les villes, beaucoup plus, parce que il y a les circulations, les feuilles mortes ne sont pas toujours ramassées, même si les voitures roulent dessus, ça fait une poussière qui vient se déposer sur les arbres. Il y a les animaux domestiques qui laissent aussi quelques souvenirs, tout ça est assez favorable. La sécheresse atmosphérique, enfin, dans les moins, sécheresse et raréfaction des substrats, oui, sauf qu'il y a des jardins en ville, plus ou moins, il y a des parcs qui peuvent être un peu compensés. Bon, il y a les Karcher, tout le monde n'utilise pas de Karcher, il y a en particulier, il y a quelques joyeux naturalistes qui n'utilisent pas de Karcher,
c'est le week-end. Et puis surtout, il y a quand même du mobilier urbain, comme on dit, qui est pas propriété de personnes particulières, qui n'est pas suivi en tant que tel et qui ne subit donc pas les agressions du Karcher. Et puis il y a des apports phosphorés, ornithoprophiles, qu'on a cités. Donc il y a des plus et des moins, et pour ce qui est du mobilier urbain, donc finalement il peut y avoir des plus. Et on trouve des choses intéressantes. Surtout maintenant que quand même le contrôle des pollutions, hein, depuis disons, les années 70, il y a quand même eu pas mal d'efforts dans les villes, notamment les grandes villes, plus atteintes, et même dans les villes moyennes, ce qui fait qu'on trouve quand même des liqueurs. Je vais prendre deux exemples. Alors, premier exemple, comme mobilier urbain, on peut prendre par exemple les arbres dans un parc. En l'occurrence, c'est le parc de la Verrerie, au Creusot. Si on regarde les troncs, on voit une quantité de lichen non négligeable. Ça ressemble assez, dans ce que je suis en train de vous montrer maintenant, à ce qu'on trouve dans une forêt pas trop sombre, où les lichens peuvent vivre correctement. C'est à peu près aussi riche un parc qu'une forêt à ce point de vue-là. Néanmoins, dans certains cas, du fait des apports azotés, de la fréquentation de ces parcs, etc., en fait, on trouve des espèces courantes, certes, mais courantes, mais qu'on ne trouve pas forcément ensemble en même temps dans les forêts. Je pense, sans avoir fait d'études très approfondies ni statistiques, que dans le parc de la Verrerie au Creusot, peut-être le parc Bercy à Dijon, je ne sais pas, on va voir, on trouve peut-être plus de diversité d'espèces qu'on en trouve en moyenne dans une forêt, sur un tronc particulier. Bon, à voir, mais enfin, en tout cas, ça peut se comparer. Et puis, il y a d'autres genres de mobilier urbain qui sont les surfaces bétonnées. En particulier, il y a une époque où on aimait bien, ça doit être dans les années 50 ou avant, mettre des espèces de barrières en béton ajouré, un petit peu décoratives, qui depuis se sont un peu patinées. On en voit de moins en moins, mais qui hébergent volontiers des lichens aussi. Alors, l'avantage des barrières en béton, c'est que le béton, dans ses constituants, contient plus ou moins de la chaux, enfin une substance un peu basique, qui neutralise, tamponne l'acidité atmosphérique, s'il y en a. De sorte que le mobilier en béton est intéressant. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on utilise des Karcher pour enlever le lichen. Hein. Il ne suffit pas de la pollution pour les enlever. Alors là, je vous montre, c'est une barrière qu'on voit, il y a un stade derrière. Donc, ce n'est pas une barrière qui appartient à un propriétaire particulier, ça appartient à la ville du Creusot. Et bien que la ville du Creusot soit très soucieuse de la propreté de son environnement, ces barrières ont échappé au Karcher, de sorte qu'il y a dessus des lichens, il y en a pas mal. On va les évoquer rapidement. Pas bien. Donc il y a notamment, tout le monde connaît la xanthorie des murs, ce grand lichen jaune qui est classique, qui est courant. Il y a aussi la xanthorie auréolée qui est moins courante dans la nature, qui n'est pas si courante que ça. Le livre, je vais me référer aux sorties qu'on a fait, je ne sais plus, une dizaine, si l'enfant pourrait nous préciser ça, dans la nature un peu partout. Je ne me souviens pas qu'on ait beaucoup vu la xanthorie auréola, alors qu'elle est très courante sur le mobilier urbain, à condition qu'on ne soit pas dans les zones trop polluées. Les canora des murs, comme son nom l'indique déjà, c'est un nom qui lui a été donné il y a fort longtemps, elle était déjà sur les murs. On la trouve un peu dans la nature, pas rare, mais enfin pas si courante que ça. La Licanora champêtre, contrairement à son nom, parce qu'elle indique son nom, en fait, elle est devenue, ou elle a toujours été très rare, relativement rare dans la nature. Je ne me souviens pas qu'on en ait vu autre part que sur du béton, par contre sur le béton on en voit. Quant à la xanthorie élégante, on en voit dans les montagnes, dans les Alpes, on en voit couramment. Des tas magnifiques, c'est superbe, c'est un lichen qui est superbe, couleur très vive. Avec le lichen, on n'en a jamais vu en Bourgogne. Bon, moi, dans ma jeunesse, je me suis intéressé au lichen, donc j'en ai pas mal regardé aussi à la campagne. Je n'ai pas souvenir d'en avoir jamais vu. Par contre, sur le mobilier urbain qui peut patiner, on en voit, et on en voit pas mal. À telle enseigne que je parlerais presque que, je ne dis pas qu'il n'y a pas de xanthorie élégante dans la nature, je vous ai dit, il y en a beaucoup en montagne. Mais en Bourgogne, je ne suis pas sûr qu'il y ait aucun site naturel qui ait encore cette espèce. De sorte que, si on raisonne classiquement, hein, je suis bien sûr bien d'accord avec les remarques qui ont été faites, que dans beaucoup de cas, c'est des habitats qu'il faut protéger et non
pas seulement les espèces. Mais si on veut protéger cette espèce, qui mérite autant d'être protégée qu'une autre, après tout. Hein. Hier, on a parlé des hirondelles de fenêtre, je ne sais pas si c'est 6 000 €, mais bon, la xanthorie, elle est rare, elle est menacée, puisqu'elle est sur ces substrats particuliers, qui ne sont pas naturels, donc elle mérite autant de protection. En sorte qu'on pourrait se dire que ne protégeons pas seulement les espèces mais les milieux, est-ce qu'il ne faut pas protéger le mobilier urbain? Est-ce qu'il ne faudrait pas inscrire du mobilier urbain bien choisi au titre du conservatoire des sites naturels et urbains de Bourgogne? Alors, on y a un peu pensé. J'ai contacté notre municipalité de Creusot en disant, voilà, oui, parce qu'il faut vous dire que les mobiliers en question, il va disparaître prochainement, parce qu'il y a un projet d'installation d'un lotissement. Et non, mieux que ça d'ailleurs, c'est même la ville qui, oui, sachant que, enfin, prévoyant ça, nous a contacté Société d'Histoire Naturelle en disant, ouais, c'est quand même respectable, même dans des villes importantes, on arrivait à faire passer l'idée du souci de ces questions-là. Ils nous ont contacté en disant, est-ce qu'il y a un souci de ce côté-là? Pour être tout à fait complet, oui, je dis bien les choses, en réalité, ce stade, avec ce mobilier urbain, est à côté de la langue de la Chaume qui, elle, est protégée. C'est pour ça qu'on a été contacté, en fait, en disant, est-ce que ça n'a pas un rapport avec la langue? Ça n'a aucun rapport avec la langue, mais par contre, bonne réaction, et alors on leur a dit, ben non, ça n'a rien à voir avec la langue, mais par contre, il y a des sujets délicats, dont certains sont intéressants, et si on doit faire disparaître, il faudra faire disparaître ce mobilier urbain pour installer le lotissement, on pourrait préserver et déplacer légèrement un petit bout de la ligne en question, d'autant qu'on est à côté du site de la Chaume, pour conserver un peu ces lichens. Et donc, bon, on ne va pas créer un site, je dis, un conservatoire, on ne va pas créer pour cette petite chose, qui est néanmoins importante pour les lichenologues, mais un site particulier, on va l'associer à la langue de la Chaume, c'est un petit supplément. Mais à partir de là, il se trouverait que dans d'autres domaines, moi je ne sais pas, peut-être les Caraïbes, on a parlé des hélicoptères, tas d'exemples qui pourraient justifier que des sites non naturels, et même je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de sites naturels, il y a des sites semi-naturels, mais même des sites hyper artificiels peuvent mériter effectivement protection. La xanthorie élégante en Bourgogne probablement n'existera plus si on supprime, on ne risque pas de supprimer les villes, mais si on carchérise tout. Donc voilà ce que je voulais dire. Oui, un petit supplément. Certains lichens sont plus intéressés encore très spécifiquement par l'apport de guano. Il y a en particulier les Ficcia, la Ficcia bleue, la Ficcia bleueuse. Alors ceux-là ne sont pas que urbains, on les trouve en particulier sur les têtes de rochers granitiques dans les prés, où les oiseaux aiment bien regarder les vaches, et apparemment, en tout cas, se posent et vivent du guano. Et à ce moment-là, on retrouve ces espèces. Ce sont mais là, il y a un réservoir naturel. Mais je vous ai dit, pour la xanthorie élégante, pour finir avec celle-là, le réservoir, actuellement, ça n'est que la vigne. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Nous avoir bien éclairé sur ces êtres vivants assez peu connus quand même, hein, notamment beaucoup de belles illustrations des êtres vivants qui sont photogéniques, qui sont assez beaux. C'est un peu étonnant d'ailleurs qu'on cherche à les caractériser pour, entre guillemets, nettoyer, parce que c'est élégant, la preuve d'une espèce qui porte le nom d'élégant. Je suis heureux de l'entendre dire, mais... Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Enfin, on a beaucoup parlé hier d'intervention au niveau de la ville. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Je ne cache pas qu'enfin, bon, c'est pas trop dans le sujet, mais j'ai été hier, dans l'après-midi, on été présenté un peu des approches. Une qui est un peu réglementaire, qui m'a un peu surprise. Moi, je suis un peu naïf encore dans le monde naturaliste et réglementaire. Je n'imaginais pas, sans parler de 6 000 €, que la réglementation était extrêmement sévère pour la protection d'un certain nombre d'espèces. Je me pose la question quand même de savoir si c'est la bonne approche. Elle est sûrement complémentaire d'une autre, et vis-à-vis peut-être dans des gros projets, il faut peut-être regarder ça. Dans la région de Creusot comme ailleurs, actuellement, on se pose la question des sauvages dans la ville, et les quelques élus avec lesquels j'ai l'occasion de discuter ont une approche totalement différente.
par exemple à Saint-Cernin-du-Bois, où il y a un gros souci d'alimentation en eau, parce que Saint-Cernin est sur une zone d'alimentation d'eau potable. Le maire de Saint-Cernin, qui est très sensibilisé à ces questions, dit toujours on pourrait théoriquement réglementer, on le fera si nécessaire, mais l'idée c'est de convaincre. Et alors ce qui a été apporté après dans la journée, enfin l'après-midi, fin d'après-midi hier, m'a montré cette autre approche qui est celle de la conviction. Et je n'imagine pas un instant qu'on puisse dire on va interdire de carchériser chez soi les gens, parce que ça ne passera jamais. Je suis d'accord avec toi, je trouve ça vachement beau les lichen, surtout celui-là, pas spécialement beau, alors, bon, je pense qu'il faut convaincre, mais les lichens, ce ne sera pas dans le top list des choses merci de soutenir ce point de vue. Je voulais te dire que je suis un abominable destructeur de lichen sur les escaliers qui descendent de ma cave, parce que c'est sacrément casse-gueule quand ça se mouille, et je suis cassé la gueule de ça. Donc il faut vraiment les éliminer des marques d'escalier humides. C'est vital. C'est vital. Donc, et les mouches aussi, hein, donc pas de ségrégation, les mouches sont nickel. Entre sauver et nous envoyer les dents pour Patrice Le Téguel, je préfère sauver Patrice. Non, bien sûr, non, mais je crois que c'est pareil, même pour les espèces. Bon, il y a une espèce qui est absolument importante dans le monde, c'est nous. C'est vrai, sur les toits aussi. Sur le toit de ma maison, il y a des lichens. On ne les a pas encore fait enlever, mais c'est parce qu'on a des tuiles, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de ciment. Ça, c'est vrai que c'est un peu un souci. Les lichens finissent par dégrader. Bon, il faut se défendre. Hein. Je ne suis pas du tout un intégriste de la protection. Hein. C'était juste un petit peu de provocation. Non, mais je vais revenir. Oui, mais il y a ça aussi. Hein. Il ne faut pas non plus. Il ne faut pas qu'on tombe dans l'intégrisme. Si on veut faire passer des idées un peu écologiques, enfin, de sensibilisation, il va falloir d'abord y aller pas par le sentiment, mais par l'explication. Est-ce que le lichen est un indicateur de pollution dans les villes? Dans les villes? Oui. Alors, bon. Je veux dire, l'intérêt peut-être d'étudier le lichen en ville, c'est de savoir si moins on a de lichen, plus la ville est polluée ou quelque chose de ce type. Oui, alors, bon, je l'ai un peu évoqué rapidement, ça a été constaté. Nylander, qui est un très ancien lichénologue du milieu du 19e siècle, qui habitait à Paris, malgré son nom, avait déjà remarqué que dans le jardin du Luxembourg, qui était au parc, les lichens étaient en train de disparaître en 1850. Il faut dire qu'à l'époque, on se chauffait au charbon, on était sulfureuse, une pollution aussi importante, il n'y avait pas de voiture, mais depuis, donc, ça a été constaté, et puis ça a été vraiment formalisé à partir des années 60-70 par les lichénologues qui ont d'ailleurs trouvé là une occasion de valoriser leur étude, parce que être lichénologue, c'est pas une signification, enfin, c'est pas très valorisant. Il vaut mieux s'occuper d'oiseaux ou de mammifères, s'occuper de lichens. Et puis tout d'un coup, les lichens sont devenus célèbres parce qu'effectivement, ils ont été considérés comme, à un moment où les notions de pollution devenaient préoccupantes, comme un révélateur, un indicateur très efficace. En réalité, ceci dit entre nous, encore une fois, les lichens sont plutôt des indicateurs d'artificialisation, c'est-à-dire qu'il y a la pollution, mais il y a aussi les autres paramètres que j'ai dit. Il se trouve qu'en général, la pollution et les autres critères d'artificialisation vont ensemble. Ce qui fait qu'en fait, quand vous faites une échelle de sensibilité lichen, ça marche aussi bien pour l'un que pour l'autre. Ce qu'on pourrait peut-être un peu reprocher à nos amis lichénologues qui se sont enthousiasmés là-dessus, mais c'est normal, parce que ça donnait un peu la popularité à la chose, c'est de ne pas avoir fait le test de séparer les variables. Et pourtant, certains lichénologues, je me rappelle un Polonais en particulier, dans ces années 80, avaient signalé qu'il fallait faire attention. Alors, on peut séparer les variables dans certains cas. Par exemple, au Creusot, toujours, quand je suis arrivé au Creusot il y a une trentaine d'années, on avait encore un terril qui fumait, qu'on appelait des combes, c'est-à-dire que c'était une zone qui était à la fois intégrée dans la nature, parce qu'on était sur les bords de la ville, avec un environnement très riche en arbustes, etc., mais une quantité de gaz sulfureux bien pire que dans la pire la plus polluée de nos villes. Le résultat de tout ça, c'est que sur les arbrisseaux qui poussaient sur ce terril, il y avait une magnifique flore de nature, malgré la pollution. Pourquoi? Parce qu'il y avait humidité, parce qu'il y avait des supports de lichen en dehors de la zone polluée qui réalimentaient en gaz
transport de champignons en Alpes, peu importe. Donc en réalité, il est hors de doute que la pollution acide est très néfaste, mais ça n'est pas le seul critère. Donc il faut, si vous voulez, bon, je pinaille dessus, hein, mais c'est un peu pour le plaisir de pinailler. En résumé, retenez qu'effectivement, les lichens sont sensibles, sont des espèces, des réactifs très sensibles à la pollution et à d'autres facteurs, et que tout ça étant intégré, c'est sûrement un des meilleurs types d'indicateurs biologiques pour juger d'urbanisation. Moi, je préfère dire urbanisation plutôt que pollution, parce que, encore une fois, la pollution n'est qu'un facteur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, ça dépend des espèces, hein, il y a des espèces très sensibles, mais il y a des espèces, en fait, si on prend par exemple le Varia pulmonaria, un lichen très célèbre, qui est classé comme le plus sensible à la pollution, en réalité, c'est pas tant qu'il est plus sensible à la pollution, c'est qu'il est très sensible à l'artificialisation, au manque d'humidité. Ce lobaria n'existe que dans des vieilles forêts qui n'ont pas été perturbées, qui ont leur humidité, etc. Donc, voilà. La vraie vérité des choses, c'est le lichen, excellent indicateur d'artificialisation. C'est très bien. J'ai répondu à votre question, je ne sais pas où vous êtes. Oui, non, mais c'est parce que j'essayais de comprendre un peu quelle était l'utilité de. Ah. Oui, alors, Bourgogne Nature, il ne faut jamais oublier Bourgogne Nature, a fait un numéro spécial, enfin en partie, sur les lichens, qui regroupe les résultats du GLIB. Alors le GLIB est une initiative du monsieur là-bas, qui s'appelle Daniel Serruc, qui vient, je ne sais pas s'il est passionné de lichens, je soupçonne pas, en tout cas il est passionné de tout. Pardon? Oui, voilà, c'est beau, c'est joli. En plus, il mérite de nous exciter un peu là-dessus. Et donc, c'est créé un groupe qui, animé par Sylvain Bel-Enfant, et avec un certain nombre de joyeux amateurs, enfin plein, on peut les citer. Donc, de temps en temps, on écume un peu la région. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur les lichens, enfin plus, il y a beaucoup d'autres choses, hein, vous pouvez trouver le Bourgogne Nature, avec une magnifique photo de lichen. Entre nous, on ne trouve jamais en Bourgogne, c'est un lichen de montagne. Mais il était tellement beau que le comité de rédaction a choisi. Et c'est pas avec le réchauffement climatique qu'on le trouvera. Oui. Excusez-moi. Oui, deux petites questions. Une première sur la vitesse de croissance des lichens. On en voit quelquefois qui ont des tailles impressionnantes, donc je m'interroge sur le nombre d'années qu'il faut pour arriver là. Et puis la deuxième par rapport aux insectes éventuellement qui se nourrissent sur les lichens ou qu'on pourrait rencontrer, compteurs de lichens, etc. Quand vous avez parlé de Normandie, ça me rappelle que parmi les pionniers de cette étude des lichens, de la pollution, Rouen était une zone assez polluée. Michel Leron, que vous allez sûrement connaître, un de vos collègues, peut-être, bon, peu importe, est un de ceux qui se sont beaucoup intéressés à la question. Alors, la vitesse de croissance, question très intéressante aussi, très variable selon les espèces. Les lichens fruticuleux, ceux qui font plutôt des lanières, peuvent aller très vite, les susnés, les édernies, etc., ou même certaines parmélies qui sont des lichens aux feuilles, peuvent s'accroître très vite, c'est-à-dire 1 cm par an, quoi. C'est très vite pour un lichen. Les lichens crustacés, en particulier, les vers qu'on voit là-dessus, enfin les lichens verts fluo, qui sont des rhizocarpons, se croissent très lentement. Les lichenologues se sont beaucoup intéressés, notamment aux rhizocarpons, parce que ce sont des lichens communs sur des rochers massifs, en l'occurrence, qui peuvent atteindre, qui ont une grande durée de vie. Et donc, on a mesuré leur vitesse. Alors, d'abord, pourquoi on s'est intéressé à eux et à leur vitesse de croissance? Parce que c'est un autre moyen. Les lichens ne sont pas seulement des indicateurs d'artificialisation, ça peut être aussi des indicateurs de mise à nu d'une roche à un moment donné, en particulier quand on étudie le recul des glaciers, de savoir quelle cinétique, on n'a pas toujours les photos qui vont bien. Ce qu'on sait, c'est qu'un rocher qui était sous un glacier et qui s'est trouvé libéré par la fonte du glacier présente pour le coup, exceptionnellement, une surface rocheuse nue. On admet que les lichens s'installent assez vite, on a une petite incertitude, et ensuite il suffit de voir la taille du plus gros lichen sur un morceau de rocher de moraine et de connaître la vitesse de croissance de l'espèce en question pour déduire quel est l'âge, ou du moins un minimum de l'âge, mais pas très loin du maximum, parce qu'on admet que l'implantation est relativement rapide. Enfin, je ne sais pas si je suis clair là-dessus.
Donc, on s'est intéressé, ça a été très étudié, la vitesse de croissance donc, de ces lichens verts, c'était surtout cela. Et cette vitesse, je crois, l'ordre du millimètre, enfin, en ordre de longueur du millimètre par an. Alors, une autre façon d'ailleurs de la connaître, cette vitesse, c'est de s'intéresser aux cimetières, aux vieilles tombes. Alors, heureusement ou malheureusement, nos tombes actuelles sont faites avec des surfaces très lisses, qui ne sont pas favorables aux implantations de lichens. Autrefois, les tombes avaient une surface peu rugueuse, donc les lichens s'intéressaient volontiers. Et l'avantage des tombes, vous savez, c'est qu'il y a des dates dessus. Donc, les Anglais, c'est encore une histoire anglaise, s'intéressaient à ça. Alors, surtout qu'en plus, les cimetières anglais sont, vous savez, plus sympathiques que les nôtres, sont plus naturalistes. Donc les Anglais ont établi une corrélation entre la taille des plus gros rhizocarpons d'autres espèces et la date de la tombe. Et donc comme ça, on a des renseignements assez précis sur ça. Alors en ce qui concerne les lichens, les insectes, je ne saurais pas trop vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde, surtout sur la végétation corticole, sur les écorces, on voit beaucoup d'acariens, doribactes et autres machins. C'est une mini-jungle. Enfin, je pense que, entre autres, ça ne répond sûrement pas à votre préoccupation, mais pour les gamins des écoles, je pense que ça peut être avec une loupe binoculaire. Regardez, la loupe binoculaire, une petite branche un peu riche en lichens. Oui, la loupe binoculaire, vous voyez toute une jungle de petites baies vachement étranges, enfin, des oribactes et autres, c'est très intéressant. Un insecte, je ne sais pas trop. Oui. Ben, nos entomologistes vont nous le confirmer, mais je crois me rappeler qu'il y a une famille de papillons au début des Arctiques qui sont spécialistes des lichens. Voilà. La ligue. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus les acariens qu'on voit. Hein, plus les acariens. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça parce qu'on pourrait approcher aux lichens, je dis que les lichens ne nuisaient pas aux arbres, ben, bon, ils hébergent une faune. Alors, on peut toujours dire, dans cette faune, est-ce qu'il n'y a pas des insectes ou des arthropodes qui seraient néfastes, mais bon, les acariens, il y a des acariens qui attaquent les feuilles. Bien, ça va peut-être être l'heure de... Merci.